Bonjour les gars, donc il y a Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Samy, bonsoir à tous, bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette première grande je vous interview laisse. pour votre rentrée politique. On va évidemment parler des questions internationales, mais avant cela, la rentrée, et elle sera éminemment politique et sociale. François Bayrou a annoncé au début de l'été un plan d'économie de 44 milliards d'euros. Il a laissé 2 mois aux Français, aux parlementaires, pour réfléchir, amender. Vous, à l'issue de ces 2 mois d'été, vous avez coché une case dans votre calendrier, celle du 10 septembre. Vous soutenez le mouvement du 10 septembre qui s'appelle Bloquons tout. Est-ce que vous assumez, Jean-Luc Mélenchon, comme vous l'avez annoncé hier, d'appeler à une grève générale, un blocage général? Alors, mélangez pas les mots, parce que... Vous les avez prononcés? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas homme à me défiler devant mes objectifs. Disons les choses comme elles sont. Il y a une immense colère populaire que même les membres de la majorité gouvernementale, je veux dire de la majorité des gouvernants, reconnaissent bien. Alors elle cherche à s'exprimer. Et de toutes les manières possibles, elle est cadenassée. Alors, un groupe de citoyens, et puis ça s'est réparti, si bien qu'on ne sait même plus qui vraiment là-dedans est à l'initiative du mouvement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des assemblées citoyennes qui se sont tenues, et que des organisations syndicales, parce que c'est quand même ça le point de départ, ont appelé soit à soutenir le mouvement le 10 septembre, soit à se mettre eux-mêmes en grève, des organisations syndicales. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, disait que c'était encore un peu nébuleux, que les syndicats, les centrales en tout cas, allaient se réunir le 1er septembre pour décider, mais c'est vrai qu'il y a des organisations sectorielles et locales. C'est vrai, partons de là. Non. Des fédérations, la fédération du commerce CGT, c'est pas une organisation locale, c'est une des plus grandes fédérations de la CGT. Et d'autres. Et il y a aussi, fait nouveau, des unions départementales et des unions locales, ce qui est un signal d'enracinement. Alors, puisque nous avons une stratégie globale, on ne s'en cache pas, nous sommes contre le plan de M. Bayrou, qui est injuste, brutal, de classe, je vous montrerai dans un instant pourquoi, mais puisque nous le combattons, et nous prévoyons de déposer une motion de censure dès le début de la session parlementaire. Le 23 septembre, on y reviendra. Après, nous sommes les insoumis, si vous voulez bien vous en souvenir. Donc notre stratégie a toujours été d'être présent sur le terrain auprès des luttes de terrain et d'être présent dans les institutions. Mais bloquer tout, vous l'assumez ça? Bloquer le pays? Mais c'est le mot d'ordre qu'ils ont trouvé. Ne faites pas les farouchés. Vous avez été le premier à appeler à cette grève générale avant même les syndicats, et avant même Sophie Binet par exemple. Bon, alors attendez, on va mettre de l'ordre parce que ce que vous dites, hélas, et je vous estime beaucoup, malheureusement je suis obligé de dire que ce n'est pas vrai. Mais je vais vous montrer pourquoi. Et vous allez mieux comprendre le moment dans lequel nous sommes. Donc, ils disent bloquons tout, par ma foi c'est eux qui ont choisi le mot d'ordre. Je ne vais pas commencer en disant on appelle à vous soutenir, et c'est ça qu'on demande aux insoumis. Participez aux actions qui sont là, aidez du mieux que vous pouvez, c'est-à-dire des fois essayer d'apaiser les esprits si la température monte de trop, d'autres fois donner le coup de main. Ça c'est notre consigne aux insoumis. Et puis deuxièmement, eh bien, il y a que nous sommes des connaisseurs de la lutte. Quand il y a des fédérations syndicales qui appellent à une journée de grève de 10, nous disons, puisque la Confédération Force Ouvrière appelle à déposer un préavis de grève pour tout le mois de septembre, donc ils peuvent faire grève à l'instant où ils le décident. Puisque la CGT, par la bouche de Madame Binet, a dit qu'il fallait soutenir le 10, que c'était une étape, et elle a dit fort justement, je le répète, fort justement que ça devait être à l'intérieur d'une action, car si l'action est réussie le 10, la question qui se pose, c'est que fait-on le 11, et puis le 12. Et puis il y a un autre dirigeant de premier plan de la CGT, dans lequel je me reconnais tout à fait, M. Laurent Brun, qui dit, eh bien voici comment il faut faire, être à l'écoute, aider, exactement la même chose dans niveau. Et c'est dans ces conditions que j'ai dit, écoutez, si les uns appellent à l'action, d'autres à la grève, eh bien il ne faut pas effilocher et perdre l'occasion du 10 septembre. Ce qui serait le mieux, c'est que le 10 septembre soit une grève générale. Mais je n'ai pas le pouvoir, comme responsable politique, d'appeler une grève générale. Ce n'est pas le cas. Ce mouvement, mais vous l'orientez quand même un peu. Bah oui, on l'aide à se développer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Par exemple, vos partenaires de gauche disent attention, pas de récupération politique, il ne faudrait pas faire cela. Quel partenaire dit ça? Par exemple, Marine Tondelier, Olivier Faure. Ça, c'est le... Marine Tondelier, c'est l'écologie venimeuse. Elle a toujours une méchante parole pour les autres. Et puis ensuite, elle est là, elle dit ah ben non, faut tous qu'on s'entende. Soyons sérieux. Non, ce n'est pas vrai. Toutes les organisations de l'ancien nouveau Front populaire
toutes, sans exception, appellent au soutien du 10 septembre. François Bayrou vous a répondu indirectement dans les colonnes du Parisien. C'était il y a quelques instants. Il dit ceci: le pays est devant de grands risques et tiens, il faut tout bloquer. Comment défendre ça? Qu'est-ce que vous répondez au Premier ministre? Ah ben, je lui réponds: comment, quand les poches sont vides et les frigos sont vides, comment peut-on dire qu'on va encore prendre 43 milliards? Comment peut-on défendre ça? Monsieur Bayrou, on est en train de découvrir un personnage qu'on ne connaissait pas. Il manifeste une sorte de mépris et d'indifférence à la souffrance des autres, que l'on a pu observer dans l'affaire Betram et que l'on voit maintenant à tout propos. Vous allez encore prendre 43 milliards aux Français. Monsieur Bayrou, vous faites une politique, pardon d'employer l'ancien vocabulaire, c'est une politique de classe. Si vous voulez trouver 43 milliards, je vous dis, rangez vos ciseaux, allez plutôt chercher l'argent là où il se trouve. Et je vais vous dire comment en une minute. Alors, ça, allez-y. Allons-y. Premièrement, vous n'avez qu'à reprendre l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale et proposé par la députée insoumise de la Gironde. C'est-à-dire taxer les super profits, c'était l'amendement Coquerel. Taxer en plus des super profits, les hauts patrimoines, la taxe oui, parce qu'il y a deux taxes, vous savez, il y a les super profits et puis... Non mais ça, c'est rejeté par le gouvernement et ça a été voté par l'Assemblée nationale. Enfin, monsieur Le Boss, quand même. C'est rejeté par le gouvernement. Mais comment dire aussi, avec 3300 milliards de dettes, qu'il faut tout bloquer? Est-ce que, au fond, François Bayrou ne sous-entend pas que vous êtes dans le camp des irresponsables? Oui, ben non, mais bien sûr qu'il veut dire ça, mais c'est lui l'irresponsable. Parce que, pardon de vous dire qu'ici, c'est la France, hein. C'est pas je ne sais quel désert. Et dans ce pays, on n'accepte pas que ceux qui ont le plus donnent le moins, voire ne donnent rien, tandis que ceux qui ont le moins sont obligés de donner plus. Je viens de vous annoncer deux mesures qui, à elles deux, font plus que ce qui est nécessaire pour les 40 milliards. Donc, monsieur Bayrou ne prend pas l'argent qui est disponible. Pourquoi? Parce qu'il est dans les poches des ultra-riches. Mais pardon de vous dire, je n'ai pas trouvé d'autre expression. Ça s'appelle une politique de classe. Vous aidez les uns contre les autres. Alors que je viens de vous démontrer, chiffre en main, que l'on peut boucher le trou de 40 milliards qu'il veut trouver. Je ne suis pas d'accord avec son analyse sur les 40 milliards. C'est une autre discussion sur quelle politique peut tirer le pays de la difficulté dans laquelle il se trouve. Mais comment cet homme ose dire, comment vous osez vouloir bloquer au moment où il vient de décider lui-même de ne rien demander aux ultras? Il faut des garanties de justice équitable. C'est aussi ce qu'il dit dans les colonnes du Parisien. Et il dit aussi, ça c'était adressé notamment à nos confrères de l'AFP, hein, je vous cite François Bayrou, toutes les mesures peuvent être discutées, mais la seule chose pour moi qui n'est pas possible, c'est qu'on renonce à la prise de conscience et à la volonté de sortir du piège infernal du surendettement. L'effort est inéluctable, lui dit l'effort est inéluctable, et vous répondez, grève générale. Qui va payer la dette? Je viens de vous le dire, je vais recommencer une deuxième fois. Les riches, seulement les riches. Il ne faut pas que tout le monde participe, que l'effort soit partagé par tous. Attendez, vous faites les questions, les réponses, tout, monsieur Le Boss. Non mais allez-y, on a 45 minutes. Non mais ça fait déjà 2 fois que vous répétez la même. Alors je veux bien recommencer une troisième fois. Vous êtes habitué aussi à répéter beaucoup. Oui, mais c'est mon boulot de le faire, mais d'habitude c'est pas le vôtre. Si, parfois. Des questions, vous répétez des Pour avoir des réponses un peu plus précises. Ah voilà, je viens de dire. Monsieur Bayrou a dit, vous avez entendu comme moi, il me faut 43 milliards. Je vais vous dire où les trouver. Les super profits, ça représente 13 milliards. Les multinationales que l'on fait payer en France sur leur chiffre d'affaires, c'est 26 milliards. Total 39, il lui en fallait 43. Et bien très bien, rétablissez l'impôt sur la fortune et vous récupérez 4 milliards. Tout ça, ça fait plus que ce qu'il a lui-même annoncé. Donc je viens de vous répondre. Je ne suis pas en train de vous dire je n'en ai rien à faire. Si vous voulez trouver 40 milliards cette année, je vous dis, commencez par mettre à contribution ceux qui ont largement de quoi faire. Monsieur Lesbos, vous savez de qui je parle quand je parle par exemple de la taxe sur les patrimoines? De 147 personnes. Donc en tapant moins d'1%, on soulage le 99%. Quand je vous parle des multinationales à qui on peut prendre 26 milliards, c'est seulement en leur demandant de payer l'impôt qu'ils doivent dans notre pays. L'impôt sur la fortune, il était en vigueur jusqu'à il y a encore maintenant 7 ans, depuis que M. Macron. Donc ne me dites pas que je dis on laisse aller. Par contre, si vous m'interrogez sur la politique qu'il faut faire pour remplir les caisses, alors je vous réponds, couper dans les dépenses est une des solutions. On détruit le service public et on compte que le marché prenne sa place. Ça ne s'est produit nulle part. Couper dans les dépenses, c'est ce qu'ils font. Et ça ne marche pas. Pourquoi?
parce que ça ralentit la machine économique. En France, 53% de la croissance, c'est la consommation populaire. Si vous relancez à ceux qui ont le moins, en leur donnant de quoi, alors ils achètent et la machine se remet en route. Voilà, il y a donc deux logiques. Eux disent on coupe dans les dépenses, nous on dit on augmente dans les recettes et on fait la politique du carnet de commandes. C'est-à-dire qu'on fait travailler notamment les petites entreprises. Jean-Luc Mélenchon, on va revenir sur ce mouvement du 10 septembre qui s'appelle Bloquons tout. Selon vous, jusqu'où doit aller le blocage? Que doit-on bloquer le 10 septembre? Les raffineries, les universités, les routes. Écoutez, précisez votre pensée. Oui, je vois que vous avez décidé sur la manière de bloquer. Les gens qui vous en avez aussi peut-être vont s'en inspirer, mais non, parce que notre manière d'intervenir dans un mouvement populaire depuis toujours est de dire il faut renoncer aux anciennes méthodes du passé, des partis qui récupéraient les luttes. Nous nous mettons au service des luttes. C'est ce que nous faisons à chaque fois. Comme vous ne l'avez pas vu et que vous ne l'avez pas compris la première, la 10e, vous revenez avec le même argument. Donc nous disons, nous mettons au service. C'est eux qui vont décider. Et ça ne peut pas desservir cette lutte en étant le premier parti politique à étiqueter politiquement ce mouvement qui est d'initiative citoyenne, certes. Un peu nébuleux, c'est pas un désavantage au fond, ça pourrait aussi affaiblir ce mouvement. Non. Certains auraient peut-être pas envie de manifester à vos côtés. Voilà. Par exemple, de suivre vos conseils. Mais grâce à mon intervention, non mais, après tout, on est tous les deux là en train de parler, on peut y mettre un peu d'humour de temps à autre quand même, il reste un bout d'été à vivre. Bon, eh bien, je vais vous dire, vous me rendez service, cher monsieur, parce que le 10 septembre, c'était un mot d'ordre qui était sur les réseaux sociaux. À partir du moment où nous avons dit, nous voulons nous mettre au service de ce mouvement, ce qu'a dit dans les mêmes mots M. Brun, à qui apparemment vous ne faites pas le reproche de récupérer, ce qu'a dit le secrétaire du Parti Socialiste qui a pris son temps et qui a donc dû beaucoup réfléchir avant de... Les communistes aussi, tout le monde, les écologistes également. Voilà, est-ce que vous les accusez tous de récupération? Bah s'ils étaient à votre place, bien sûr. Eh bien vous auriez tort, et en tout cas moi je vous remercie. Parce que votre colère feinte, parce que je sais qu'elle est feinte, vous posez des questions, eh bien elle nous aide, parce que vous en parlez, vous en reparlez, et ceux qui étaient seulement sur les réseaux sociaux arrivent sur les grandes chaînes d'information. Mais nous avons gagné la partie. Quel est votre objectif au fond, Jean-Luc Mélenchon? Je lisais aussi dans le faire tomber le gouvernement, monsieur. Et on... la peine de lire 3 kilomètres de non, mais on y reviendra dans quelques instants, on parlera évidemment de la motion de censure. Mais je lisais dans le Parisien, Jean-Luc Mélenchon, vos propos qui sont rapportés par des parlementaires de la France Insoumise. Voici le propos. On est des spécialistes de l'organisation du bordel. C'est ça en fait votre objectif de bordéliser la rentrée? Voilà. Mais bon, vous êtes taquin. Je vais l'être à mon tour. Êtes-vous là pour maintenir l'ordre et faire le travail de M. Retailleau? Mon rôle c'est de vous interroger, mais voilà. Un gilet jaune bis. Alors, et non, on va inventer un mot tous les deux là, puisque c'est l'émission. On va appeler ceux qui appellent au 10 septembre les septembristes. Hein, c'est pas mal quand même. Voilà. Donc il y a eu des gilets jaunes, maintenant il y a des septembristes, des révoltés du 10 septembre. Bon, alors, qu'est-ce que vous me demandez? Dans un propos peut-être que ici ou là, moi peu importe, hein, j'ai mes habitudes d'expression. Et je dis, si vous me cherchez, monsieur le boss, ben vous me trouvez. Il s'agit d'organiser une action, on est plutôt fort, on sait plutôt bien. Mais le propos n'est pas de bordéliser, et maintenant je redeviens plus sérieux. Et je vous dis les choses comme elles sont. Nous essayons de faire en sorte que toujours les choses débouchent positivement. C'est pourquoi on dit aux insoumis, allez dans le mouvement, aidez-les pour qu'il n'y ait pas d'erreur de fait, si vous les voyez. Et puis deuxièmement, nous donnons un débouché politique. Monsieur Legault, c'est ça qui est incroyable dans la situation qui va se dessiner au mois de septembre. C'est que cela plaise ou pas, de toute façon il y a des mots d'ordre de grève. Il y aura une grève, et je l'espère, une grève générale si les syndicats le décident, ou certains syndicats le décident, vous voyez le 10 septembre. C'est ça, je ne sais pas, mais non, mais c'est eux qui dirigent la lutte. Moi, je ne suis pas syndicaliste. Je suis un responsable politique et je donne rendez-vous politiquement le 23 septembre. Nous déposerons la motion de censure. Justement. Vous ne m'avez pas laissé vous dire la réponse à votre question. Vous me dites, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, je ne veux pas le bordel. Je veux l'ordre républicain. Et dans l'ordre républicain, quand on est un gouvernement, eh ben on essaye, quand on n'est pas d'accord avec lui, soit de le faire changer de trajectoire, soit de le faire tomber. Il est impossible de faire changer de trajectoire, monsieur Bayrou. Les socialistes nous ont mis dans une mouise pas possible en croyant qu'ils pouvaient s'entendre avec lui. Ils trompent tout le monde. Eh bien, donc, nous allons le faire tomber le 23 septembre. La motion de censure, justement, c'est ce que vous avez dit chez nos confrères de la Tribune Dimanche, notamment en affirmant qu'au fond, la mobilisation de la rue, dans la rue devait aller de pair
avec la mobilisation au Parlement. Vous allez donc, vous, groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, déposer cette motion de censure le 23 septembre. C'est en gros le début de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est le moment opportun pour vous? Est-ce qu'au fond vous avez les garanties que ça passera ce jour-là? Non, on n'a jamais de garantie dans le combat politique, qui est un combat dans lequel bon, tout le monde donne son avis. Non, nous n'avons aucune garantie. Mais nous avons remarqué, c'est un peu comme pour le 10 septembre, des syndicats appellent à la grève. Nous disons au mois de juillet comme ça, on a dit non, mais ça ne peut pas se passer comme ça, à la rentrée, il va y avoir la censure. Et nous avons observé que les autres partis de l'ancien Front populaire disait oui, il faut voter la censure. Alors, ça allait du Parti socialiste disant on va négocier avant. Il a changé d'avis depuis. Et il dit, bah alors là, il faut faire ça tout de suite. Ils veulent toujours négocier, essayer de présenter un budget et d'essayer d'amender un petit peu ce budget. Hein. Voilà. Bon, mais nous, vous les croyez capables d'amender un peu ce budget ou pas, les socialistes? Ce n'est pas possible. Nous, tous les ans, nous présentons... Non, mais vous cherchez à ce que je dise des paroles méchantes. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Bon, bah alors faites-le à ma place, parce que vous avez l'air de vouloir jouer tous les rôles à la fois, Retailleau, Mélenchon, Bayrou. Allez-y, mon vieux, c'est votre heure de gloire. Bon, donc, non, je n'ai pas de garantie, je ne vais pas dire ils vont se tromper. Je n'ai pas tout à fait bien compris ce que s'ils veulent le faire tout de suite ou après avoir négocié. Je les mets en garde. Parce que la dernière fois, sous prétexte de négociation, et disait-il d'avoir obtenu des merveilles, dont ce fameux conclave qui fut un piège à Ligo, eh bien, à la fin, on a dû non seulement avoir le budget Barnier qui a pu rester, puisqu'ils ont refusé de voter la censure, mais en plus, ça s'est aggravé. Donc je ne pense pas qu'ils fassent deux fois la même erreur. Il y a là des politiciens de haut niveau qui, pour la ruse, et sont assez capables de comprendre ce qui se passe. Donc ne perdons pas notre temps à faire semblant de négocier pendant tout un débat parlementaire qui se terminera par un 49-3 comme d'habitude et par une motion de censure. Ne perdons pas de temps. Censurons tout de suite et donc nous serons en état de proposer d'autres choses quand la question sera posée à nouveau de savoir quel budget fait. Et justement, sur la censure, François Bayrou a aussi répondu chez nos confrères du Parisien. Il dit ceci sur la censure. Derrière cette censure, au fond, l'extrême droite emporterait la mise, mais on ne peut pas empêcher les gens d'être suicidaires en parlant des partis politiques et des groupes politiques de gauche qui veulent la censure du gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez au Premier ministre? Je vais rien lui répondre parce que je ne travaille pas à la boule de cristal. Moi, je réfléchis, je raisonne, je calcule. Bon, alors lui, il a tout vu, il a tout compris, la censure, et puis après... Il y a ce risque hein, que le Rassemblement... Mais la vie est un risque, vous vous êtes battu contre ce risque d'ailleurs lors des élections législatives anticipées. Non, nous nous sommes battus pour gagner. Mais c'est là que vous vous trompez. Dans votre discours, et j'ai suivi votre campagne, oui. C'était ça aussi votre combat, d'empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Aussi. Mais non, nous n'étions pas là. Non, mais ça ne marchera pas. Nous ne ferons plus de campagne et nous n'acceptons plus les campagnes basées sur la peur. La peur de ceci, la peur de cela. Moi, monsieur, je suis un optimiste. Je pense que la situation dans laquelle sont les finances publiques de la France, nous savons la redresser. Je pense que la vie est toujours faite de risques. Il faut donc faire un parti pris optimiste. Nous pouvons faire autrement. J'ai parlé de Nouvelle-France, c'est curieux. Vous ne l'avez pas évoqué dans la... Vous l'évoquez vous-même. Eh bien oui. Eh bien, vous voyez, je n'ai pas besoin de vous parler à ma place. Donc laissez-moi faire. Et vous verrez que ça sera plutôt bien fait parce que je pense être capable de bien exprimer mon opinion sur ce qu'il faut faire. Il y a une opportunité. Toutes les crises, monsieur Le Boss, réfléchissez-y du point de vue peut-être même de votre propre existence. Les crises sont toujours pénibles à vivre, mais elles sont en même temps une opportunité. Quand elles se décident, c'est que l'ancien ordre ne fonctionne plus. Il faut en inventer un nouveau. Eh bien, nous passons notre temps à dire, regardez, la France est un pays d'excellence dans le numérique, dans l'espace et sur la mer. Allons-y, avançons, nous sommes les premiers. Regardez ce pays plein de jeunesse qui demande qu'à vivre autrement. Allons-y, avançons. La France n'est pas cette espèce de wagon plombé à la queue du cortège que beaucoup voudraient faire croire. Ce n'est pas vrai. Alors donc, moi je refuse de réfléchir en ayant peur. Je réfléchis d'abord en posant des actes positifs. Si je n'aime pas ce gouvernement, si je vous explique qu'il nuit, alors j'assume et j'essaye de le renverser. Comment? Ben, par la voie légale, par les élections. Sinon, à quoi ça sert de faire des élections? Eh bien, c'est la question que je vous pose, monsieur Le Boss, et à travers vous, à tous ceux qui m'écoutent. Alors, vous avez fini par accepter l'idée que dans ce pays, il y a des élections où c'est la gauche qui arrive en tête, et où le président de la République peut dire le résultat des élections ne me concerne pas et nomme depuis 2 gouvernements
qui sont pris dans les partis qui ont le moins de députés à l'Assemblée nationale. Enfin, nous parlons de la France. Vous auriez été censuré au bout de 2 Ah ans. oui, parce que vous savez qu'on allait être censuré. Monsieur, vous m'avez dit aussi une fois, vous, personnellement, vous m'avez dit alors, avec vous, c'est tout pour rien sur le programme. Ah, comme je disais, eh bien nous, on n'a pas été élus pour 5 minutes après avoir été élus, dire on passe par-dessus bord notre programme. Vous vous rappelez? Attendez, je termine. Allez-y. Eh bien, je vous ai fait la démonstration, mes camarades, puisque moi, je n'ai pas été candidat à être député, mais mes camarades ont fait la démonstration. Ils ont fait passer toute une série d'amendements, c'est vrai avec des majorités diverses, qui équilibraient le budget en dessous de 3% de déficit. Donc ne me dites pas, comme si tout était écrit d'avance, mais monsieur Le Beau, si tout est écrit d'avance, qu'est-ce qu'on fait là tous les deux? On est en train, vous, comme journaliste par votre métier, d'éclairer la scène, moi, comme responsable politique, de mettre en avant des perspectives. Mais c'est ça la démocratie. Parlons d'Emmanuel Macron, justement. Concrètement, oui. Et vous l'avez un petit peu évoqué hier lors de votre meeting face à vos militants, au fond, vous disiez que si la censure passait, il fallait, et je vous cite, qu'Emmanuel Macron s'en aille. Vous rêvez toujours de cette présidentielle anticipée, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, enlevez le mot rêve, parce que quand je lis le journal, je rêve de grève générale, je rêve de sinon, je suis... Alors vous la souhaitez toujours, cette présidentielle anticipée? J'agis pour l'obtenir. C'est votre but? Bien sûr. Mais attendez, la crise de régime, elle existe déjà, si vous ne l'avez pas vu, je vous la signale. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un président dit « le résultat des élections ne me concerne pas ». À quoi M. Le Boss répond « Ah, mais de toute façon, vous auriez été battu ». Eh bien, il fallait le vérifier. C'est comme ça que ça marche, la démocratie. M. Le Boss, c'est encore lui qui nomme les premiers ministres. Oui, mais il nomme pas les journalistes, apparemment, parce que sinon, il le fera aussi. Encore heureux, on est dans comme vous dites. Mais c'est bien comme oui. Eh bien, comme on est dans une démocratie, le pouvoir du président de la République n'est pas d'imposer de force des gouvernements qui décident, alors qu'ils disent eux-mêmes que le pays est surendetté, d'exenter de toute dépense les plus riches. Pardon, monsieur Lebeau, je ne vais pas faire de trop mauvais rapprochements, mais un pays ruiné avec une dette, paraît-il, serait 3 milliards de dettes. Non, 3 000 milliards. Je te Pas 300, souhaite, c'était 300, c'était pas mal. Non, mais bon, 3 000 milliards de dettes, des riches qui ne veulent pas payer, figurez-vous, des privilégiés qui ne veulent pas payer, figurez-vous que ça s'est déjà produit. Alors, on n'est pas en 1788, mais on est quand même en 2025, et je vous dis, pour répondre à votre question, Monsieur le Président Macron a dit qu'il ne discuterait pas, vous l'avez entendu comme moi il y a 2 jours. Et a dit aussi qu'il ne démissionnerait pas et qu'il serait président jusqu'au dernier quart d'heure. Voilà, eh bien, nous allons lui procurer le dernier quart d'heure. Car si nous faisons tomber le gouvernement, tout le monde comprend que, évidemment, il n'y a plus qu'une solution. C'est de revoter. Et comme il a dit qu'il ne discuterait pas, il ne lui reste que la possibilité de s'en aller. Mais monsieur Lebeau, je vais vous rassurer, je n'ai pas l'intention d'aller prendre d'assaut physiquement l'Élysée. C'est pas la question que je vous ai posée. En revanche, la question que je peux vous poser, Jean-Luc Mélenchon, c'est s'il y a démission, qui pour l'instant est balayée par le président de la République, je le rappelle, il y aurait donc présidentielle anticipée, et dans ce cas-là, vous seriez candidat. Enfin, je ne sais pas, j'attends de voir. Ah mais comment, monsieur? Attendez. Vous êtes encore le mieux placé dans votre mouvement. C'est possible, mais je ne sais pas. Justement. Preuve de modestie un peu. Non, je suis un être politique très rationnel et très calculateur, comme vous l'aurez observé. Et donc là, par exemple, la situation se dessinait qui permettait d'articuler un mouvement social le 10 septembre avec une motion de censure pour obtenir un résultat politique qui soit compris par des millions de Français qui, s'étant associés au succès du 10 septembre, seraient heureux d'en voir la conclusion politique avec la censure. Eh bien, s'il y avait une présidentielle anticipée, nous aurons les réunions que nous avons prévu d'avoir pour décider quelle serait la candidature insoumise. Et je peux vous dire tout de suite que cette fois-ci, comme les autres, ça ne sera pas moi le problème. Moi, je peux être une solution à la condition que j'en sois d'accord. Donc, tout ça, ce sont des choses dont il faut parler avec le sérieux et la tranquillité de l'esprit de responsabilité. Et dans le cas qui semblerait le plus probable où il n'y aurait pas de présidentielle anticipée, est-ce qu'au fond... Parce que vous croyez que là... C'est Emmanuel Macron qui décide encore quand mettre fin à ce mandat. Et dans ce cas-là, il y a quand même un temps assez court qui nous sépare du début de la campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, on voit mal que vous ne soyez pas candidat, franchement. Eh bien, vous verrez bien. Et vous en avez envie? Mais
c'est pas une affaire d'homme. Pardon, Si. travailler sans cesse, mais je vois bien. Une envie de changer les choses, une envie de s'engager, une envie de... De toute façon, quelle que soit la situation, jusqu'à mon dernier souffle, je serai un homme engagé. Mais il y a bien des postes de combat. Et puis, il y a aussi une génération de relève. Mais il n'est pas dit non plus que c'est la relève qu'il faut faire maintenant. Vous savez, j'ai commis une fois l'erreur de dire... Pas la relève maintenant, ça je l'ai... Attendez, non, mais j'ai dit, non, mais j'ai pas dit ça non plus. Ça peut être la relève. Mais j'ai fait une erreur une fois en disant, je souhaite être remplacé. Bah, patatras. 24 heures après, on se tapait une querelle interne entre deux personnes qui voulaient me remplacer. Bon, il a fallu depuis prendre quelques mesures d'autorité pour dire, non, ça ne se passera pas comme ça. Ici, c'est pas la foire et c'est pas un endroit où on marchande sur... Voilà, donc le mouvement insoumis fera preuve de son sens des responsabilités, comme nous l'avons fait depuis le début. Et je vous garantis qu'il y aura une candidature insoumise, puisque, comme vous l'avez vu, la discussion est ouverte de savoir quelle orientation politique doit être en tête à gauche. Et elle sera décidée quand, cette candidature insoumise? Après les municipales, c'est le calendrier que vous vous fixez? On n'a pas encore décidé de la date. On a décidé comment on ferait. On ne fera pas aussi long que les fois précédentes. Donc ça peut être avant les municipales, après les municipales, ou bien à la rentrée suivante, selon l'évaluation que nous ferons de la situation. Monsieur Le Bos, dites-vous bien que si la motion de censure fait tomber le gouvernement Bayrou, c'est une nouvelle situation politique qu'on aura derrière. Ça veut dire que le peuple français aura réussi à se faire entendre. Écoutez, le Premier ministre lui-même dit qu'il est minoritaire. Alors il n'y a qu'en France que quelqu'un peut dire, écoutez, je sais que je suis minoritaire, tout le monde est contre moi et contre ma politique, mais je reste quand même. Il assume quand même ce devoir de responsabilité, vous pouvez lui reconnaître ça quand même, d'essayer de sauver en quelque sorte la France du surendettement. Non, il n'essaye pas de sauver la France du surendettement, il essaye de faire payer au grand nombre la dette que un tout petit nombre de personnes a infligée à ce pays. Parce que si ce pays est dans cette difficulté, c'est aussi parce qu'on a passé son temps à arroser le système des actionnaires dans ce pays. C'est eux qui sont les premiers gagnants de la purge et les responsables de ces milliards de dettes. Revenons sur 2027. Il vaut mieux. Vos amis, si on peut encore appeler ça des amis, Olivier Faure du Parti Socialiste, Marine Tondelier des écologistes, encore François Ruffin et d'autres vous exhortent à participer à une primaire de la gauche en 2027. Vous dites non, vous refusez? Vous aimeriez que je dise non et que demain on ait un débat, il a dit non, l'autre a dit oui. Écoutez, tout ça est un bal masqué. Vous avez Madame Tondelier, et dont la spécialité est la pique distribuée à tout le monde, y compris à ses propres amis, et cette femme qui a refusé une liste commune aux élections européennes, qui nous traitait de forceurs quand on a insisté, tout d'un coup se prétend super unitaire, mais ses amis passent leur temps à dire tout sauf les insoumis. Bah là, elle vous propose une candidature commune. Pourquoi vous dites non cette fois-ci? Mais attendez. Vous avez peur de perdre la primaire? Oui, voilà, c'est ça. Vous avez trouvé la bonne réponse. C'est une annonce que vous nous faites. Voilà, c'est une annonce que je vous fais. Et accessoirement, je vous dis une chose. Je ne voudrais pas que la France ait de nouveau le spectacle pitoyable qui fut celui de la primaire des socialistes. C'est un petit... Et que je te cause, et que je te fais des réunions, et que ceci, et que cela. Tout le monde vote, et quand le vote est fini, le vote est à peine fini, que le candidat numéro 2 fiche le camp avec Macron, c'est M. Valls, et que tous les autres... C'est-à-dire que la primaire n'a jamais réglé le problème politique de fond, qui est l'opposition éventuelle entre deux lignes. M. Valls et M. Hamon avaient deux lignes complètement différentes. D'accord, Ils ont fait... Ah bah vous êtes d'accord, donc tout va bien, passons à la question suivante. Pas d'accord, mais j'avais une autre question sur ça, justement, parce que la gauche peut-elle encore, au fond, gagner une présidentielle sans candidature commune? On a l'impression que dans votre logiciel, vous ne pensez qu'au premier tour. Comment vous faites pour gagner le second tour ensuite? Devinez. Pardon, monsieur Le Bos, mais je vous en prie, faites un effort, essayez de deviner. Allez-y, on va jouer aux devinettes ce soir sur BFM. À votre avis, comment on fait pour gagner? Vous n'avez même pas le soutien des autres partis de gauche. Voilà. Ne veulent pas vous soutenir. Ah, vous dites déjà qu'ils ne veulent pas me soutenir, alors pourquoi irions-nous? Mais allez-y sur la primaire, et puis ensuite vous pourriez peut-être essayer d'avoir une légitimité accrue après la primaire. Voilà, la légitimité c'est celle que donnent les électeurs, il n'y en a aucune autre qui vaille. Et c'est certainement pas 3-4 signatures de partis politiques et la soupe au logo qui fait avancer l'affaire. Il va se passer un grand événement en France. Vous le savez comme moi, vous êtes observateur de la vie politique. Le peuple français est en mouvement et il sera en mouvement dans les élections. Alors arrêtez de recommencer les petits calculs de la période où tout ça s'arrangeait entre potes. C'est fini. Par conséquent, qu'y a-t-il à faire? Au premier tour, il faut faire campagne et au deuxième tour, il faut faire campagne encore.
parce que c'est la règle de la démocratie. Et ne croyez pas qu'il suffirait que des gens signent en bas d'un papier « J'aime monsieur machin » pour que la masse des Français se dise autre chose que ce sont des menteurs. Ils pensent, les Français, qu'il faut trancher. Alors, il y a un débat intéressant qui a été lancé par monsieur Glucksmann. Ça, c'est vrai. Il dit, il assume, il dit « Je serai candidat quoi qu'il arrive parce que je représente une orientation gauche, en gros, celle Je de vais citer M. Hollande. son propos exact à Mediapart. Il dit on sait tous qu'il y aura deux offres politiques en 2027 qui ne sont pas solubles l'une dans l'autre. Est-ce que c'est aujourd'hui votre seul adversaire à gauche, Raphaël Glucksmann? Mais quand bien même, moi je ne dirais même pas adversaire. Nous ne sommes pas d'accord et au moins lui ne fait pas l'hypocrite. Pourquoi je dis l'hypocrite? Parce que lorsque nous avons fait le nouveau Front populaire, M. Faure avait dit qui va être Premier ministre, le groupe le plus important. Ça se trouve que c'est les Insoumis. On avait à peine fini de voter, qui dit ah oui mais pas Mélenchon, pour au moins savoir pourquoi. Non, il n'y a pas d'explication. Mais par contre il vient et dit c'est moi Faure qui doit être le Premier ministre. Et on perd 10 jours à discuter de ça. Oui. Donc si vous voulez, c'est cette samba-là, ce bal masqué-là, qu'on ne peut pas infliger aux Français. Donc on annonce la couleur. Monsieur Glucksmann a dit qu'en toute hypothèse, il serait candidat pour porter la ligne qu'on connaît tous, qui est celle de Hollande, de Mme Carole Delga, de Monsieur le maire de Rouen, de toute l'opposition à Monsieur Faure dans le Parti socialiste. Si par hasard nous faisions l'erreur d'aller nous abîmer dans une primaire et que par certitude nous la gagnerions car nous sommes les plus nombreux sur le terrain, le lendemain ils s'en iraient tous. Et vous, Monsieur Le Goff, vous viendriez me poser la question de Monsieur Mélenchon, comment vous comptez faire pour être élu alors que les gens qui étaient avec vous sont déjà partis de l'autre côté. Donc évitons-nous toute cette comédie, ce cirque. Nous sommes des gens sérieux, nous avons travaillé sur un programme et nous tâchons de rallier une majorité de Français. Vous avez 831 mesures, vous avez un socle de parrainage qui j'imagine augmente, vous êtes en campagne permanente, vous appuyez quand sur le bouton pour vous-même, monsieur Mélenchon, pardon de vous relancer. Mais que vous êtes impatient. Et vous maintenez le suspense pour rien. Permettez-moi de vous rappeler ce magnifique vers qui dit « Le désir qui s'accroît à mesure que les faits se reculent ». Cela signifie que ayez la patience d'attendre un peu et faites-moi confiance en tant que tortue électorale pour savoir que moi-même et mes amis qui depuis font souvent mieux que moi, nous savons doser l'effort. C'est long 2 ans, mais supposez que ça devienne très court. C'est-à-dire qu'on se mette à voter à la présidentielle en janvier prochain, parce qu'entre-temps, le chef de l'État aurait dû constater qu'on en serait au 3e gouvernement qu'on fait tomber. Eh bien, à ce moment-là, il faut être prêt. Nous sommes prêts. Mais je ne veux pas, puisque vous avez abordé le thème, je ne veux pas rejeter le propos de M. Glucksmann, parce qu'il dit quelque chose, il annonce quelque chose. En toute hypothèse, il y aura sa candidature, c'est-à-dire la proposition d'une ligne politique que je désapprouve, et je ne ferai pas semblant de lui dire « Monsieur Glucksmann, si vous gagnez la primaire, je vous soutiendrai », parce que ce n'est pas le cas, et que ce serait un mensonge. Et lui me fait l'honneur de me dire « Si vous gagnez Monsieur Mélenchon, je ne vous soutiendrai pas, moi, ou l'un ou l'une d'autres de mes camarades insoumis, je ne vous soutiendrai pas parce que je ne suis pas d'accord. » Au moins c'est franc, c'est clair, et c'est dit tout de suite. Alors, tout le reste est une agitation sans sujet. Voyez-vous, voilà des gens qui disent on va faire une primaire. Alors qu'est-ce que c'est? Oui. C'est juste, comme a dit une fois M. Faure, on va faire un concours de casting. Parce qu'on va se mettre d'accord sur le programme, puis après on changera la personne. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est peut-être pas absurde de d'abord s'accorder sur le programme. En effet, là c'est clair, nous en avons déjà voté un. C'était le nouveau Front populaire. Alors que s'est-il passé? Ils ont signé ça, ils se sont fait élire dessus, et tout d'un coup ils en veulent plus, ils en veulent un autre. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Ce bal masqué où tout le monde fait semblant? Eh bien moi je ne fais pas semblant. Il y a un programme sur la table, celui qu'on a déjà mis en œuvre. Donc, les anciens partenaires, j'en suis certain, vont le reprendre à leur compte. Ils vont sans doute l'enrichir. Mais alors qu'ils le disent tout de suite, ils sont donc bien toujours sur la ligne de rupture et non pas sur la ligne d'accompagnement qui est celle de M. Glucksmann. Eh bien, je dis à M. Faure, si tu fais ça, tu as la certitude absolue que la moitié de tes troupes qui ont voté contre toi au congrès du parti ira naturellement avec M. Glucksmann. Au nom de quoi irais-je me fourrer au milieu de ce nid trop long? On se retrouvera évidemment sur BFM TV pour l'annonce de votre candidature. J'espère que vous n'avez pas pendant à la présidentielle. Me saouler avec ça. Jean-Luc Mélenchon, voilà. À l'international, l'actualité est aussi marquée par le drame humanitaire des civils palestiniens à Gaza, le drame des otages israéliens toujours détenus par le Hamas. L'ONU a déclaré
hier, pour la première fois au Moyen-Orient, la famine dans l'enclave palestinienne. Emmanuel Macron doit tenir donc un discours en septembre aux Nations Unies pour reconnaître l'État de Palestine. Est-ce que vous l'appelez, dans ce contexte, à aller plus loin lors de sa prise de parole en septembre aux Nations Unies, aux États-Unis? Bon, écoutez, on lui a reproché d'avoir reporté au mois de septembre, nous y sommes quasiment. Donc, il avait déjà accéléré le processus. Oui, mais écoutez, il a en vous un parfait porte-parole, mais permettez que moi... Non, je ne suis porte-parole de personne, Jean-Luc Mélenchon. J'ai même pas le temps de finir une phrase que vous êtes déjà en train de me réciter. Mais vous avez le temps, mais j'apporte des précisions, c'est tout. Ah oui, des précisions. Ah oui. Je vous reconnais le fait que vous êtes une rédaction. Quand il faut vous apporter des précisions, on en parlera peut-être à un autre moment. Et vous faites bien, et je vous respecte pour ça, même si nous sommes en désaccord absolu sur à peu près tout. Mais dans le cas précis, revenons à M. Macron. Il a dit, et on lui a fait le reproche, donc je le rappelle, parce que je veux mettre en valeur le fait que je le félicite, au mois de septembre, de reconnaître l'État de Palestine. Et puisqu'il en est là, et d'autres pays vont le faire, paraît-il, je crois l'Australie, le Royaume-Uni, enfin, une série de pays vont le faire aussi. Cela prouve que parmi les dirigeants qui étaient les plus rétifs à montrer du doigt M. Netanyahou, maintenant ils ont compris que c'est un génocide, c'est une abomination. Et vous savez pourquoi je prononce le mot génocide? C'est parce que la famine fait partie des cas de base de la figure du génocide. Bien, mais on ne peut pas en rester à ça. Il y a une décision politique à prendre, l'embargo sur les armes et l'interruption de l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël. Alors, sur les armes, Jean-Luc Mélenchon, très rapidement, ce qu'affirme Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, c'est que la France ne vend pas d'armes à Israël, ce sont des composants utilisés dans le cadre d'une dôme de fer, donc le système de défense. C'est ce que dit Sébastien Lecornu. Là encore, j'apporte une précision qui est avancée par le ministre des Armées. Voilà, vous dites ça à propos du ministre des Armées. Moi, je vais vous citer le chef de file de la commission de défense des Insoumis qui dit ce n'est pas vrai, nous avons étudié le dossier. Je pourrais vous citer cette ONG qui a fait le bilan de ce que nous vendons. Et puis, il y a un moment, si vous voulez, où on arrive à l'hypocrisie. Celui qui dit « Ah ben moi, je vends des balles, mais pas des fusils ». Oui, d'accord, mais enfin, on met les balles